Que ça fait quoi d'être la fille inutile, se moqua ma mère. Je la regardai calmement et je répondis, ça fait merveilleusement du bien. Parce que je viens juste d'arrêter de te payer l'hypothèque. Elle devint toute pâle. Mon père cria, hypothèque? Quelle hypothèque? Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse, où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. L'odeur du mol de ma mère avait toujours été, pour moi, l'odeur de l'obligation. Aujourd'hui, ce n'était pas différent. Il était 5 heures de l'après-midi, un dimanche, et la vapeur de la grande marmite dans la cuisine arrivait à peine à masquer la tension qui mijotait doucement dans la salle à manger. Mon frère Lionel, 30 ans, tenait une fourchette en l'air comme si c'était un sceptre, en train de pontifier sur sa dernière génialité. Donc, la proposition de valeur, c'est que ce n'est pas juste une appli pour promener des chiens, tu vois? C'est un service de curation d'expérience canine. Des promenades gourmets. Mon père, Moreau, 60 ans, hochait la tête, même si ses yeux restaient fixés sur le match de foot à la télé, le volume au minimum. Ça a l'air innovant, mon fils. Curation. J'aime bien. Ma mère, Romina, 58 ans, sourit à Lionel avec une dévotion qu'elle ne m'avait jamais adressée. Mon petit génie, toujours en train de penser en grand, hein, Itzel? Je levai les yeux de mon assiette. J'étais épuisé. J'étais sorti de mon service de 10 heures à l'hôtel à 7 heures du matin. Le mascara me pesait sur les paupières et le café réchauffé du bureau me laissait encore un goût amer dans la bouche. Bien sûr, maman. Innovant, dis-je. Lionel remarqua mon manque d'enthousiasme. J'ai besoin d'un capital de départ, vous savez? Juste pour l'interface. Un truc rapide. Environ 25 000 $. Ses yeux se posèrent sur moi, comme toujours. Tu es la grande sœur, Itzel. Tu devrais me soutenir. Investir dans le futur de la famille. Ma mère acquiesça, son regard me transperçant. Ton frère a raison, Mija. Aide-le. Je posai ma cuillère. Le bruit fut minime, mais dans ce silence tendu, il sonna comme un coup de feu. Je ne peux pas, Lionel. Comment ça, tu peux pas, se moqua-t-il. Je viens de payer l'assurance de ta voiture, papa, dis-je en regardant mon père. Et l'électricité de cette maison. Je n'ai pas 25 000 $, en plus. Le visage de Lionel s'assombrit. C'est toujours pareil avec toi. Quelle radine. Tu gagnes bien dans ce petit hôtel pourri. Tu dépenses ton fric dans quoi, bordel? Lionel, surveille ton langage, intervint mon père, mais sans conviction. Mais ce fut ma mère qui porta le coup le plus dur. Elle posa ses couverts, poussa un grand soupir théâtral et me regarda avec une pitié empoisonnée. Une pitié qu'elle avait perfectionnée pendant 34 ans. Itzel. Dit-elle d'une voix brisée par une déception complètement jouée. Parfois je me demande, vraiment, ma fille, ça fait quoi d'être la fille inutile? L'air sortit de mes poumons. L'inutile. Ce mot résonna dans la salle à manger, rebondissant sur les assiettes de mol. Tout le monde resta figé. Lionel sourit avec suffisance. Mon père détourna le regard, mal à l'aise. Et alors, quelque chose en moi fit clic. Ce n'était pas de la rage, c'était de la clarté. Comme un auditeur d'hôtel qui trouve enfin l'erreur d'un centime qui déséquilibre tout le compte. Je regardai ma mère dans les yeux, ses yeux pleins d'attente, comme si elle s'attendait à ce que je me ratatine, que je m'excuse, que je sorte mon chéquier. Je posai calmement mes couverts sur l'assiette. Ma main ne tremblait pas du tout. Mais qu'est-ce que ça fait, maman, demandai-je avec un calme qui les effraya. Ça fait merveilleusement du bien. Le sourire de ma mère vacilla. Ça fait merveilleusement du bien, répétai-je, parce que je viens juste d'arrêter de te payer l'hypothèque. La pâleur de ma mère fut instantanée. C'était comme si on avait aspiré toute la couleur de son visage. Lionel fronça les sourcils. De quoi tu parles? Mon père s'étrangla avec son eau de Jamaïque. Il toussa, se frappant la poitrine, et cria d'une voix rauque. Hypothèque? C'est quoi cette putain d'hypothèque? Laissez-moi vous expliquer, dis-je en attrapant mon sac. En fait, j'ai apporté mes notes. Je m'appelle Itzel,
j'ai 34 ans et ceci, dis-je en sortant un lourd classeur noir. C'est un audit de mes 5 années d'inutilité. Je m'appelle Itzel. J'ai 34 ans et je suis, comme ma mère le dit à ses amis, la réceptionniste, glorifiée, d'un hôtel. La vérité, c'est que je suis la gérante de nuit d'un hôtel 5 étoiles à Polanco. Mon service, c'est de 23h à 7h du matin. Mon salaire, après impôts, est de 45 000 $ par mois. Ce n'est pas un travail glamour, mais c'est un travail à haute responsabilité. Mon monde, c'est un palais de marbre silencieux. C'est le clic-clac de mes talons dans le lobby à 3h du matin. C'est le bourdonnement de la glace dans les machines et la respiration tranquille de centaines de clients fortunés. Mon travail, c'est d'être la solutionneuse invisible. À 2h14 du matin, quand la tuyauterie de la suite Pantouz explose et qu'un PDG multimillionnaire menace de poursuivre l'hôtel, c'est moi qui le calme dans un parfait anglais, qui coordonne la maintenance et qui le reloge dans la suite présidentielle avec une bouteille de Dom Pérignon offerte. Le tout avant 2h45. À 4h30 du matin, quand un politicien bourré décide que c'est une bonne idée de se promener en peignoir dans le lobby, c'est moi qui l'intercepte avec un sourire ferme, avec 2 agents de sécurité discrets, et qui le raccompagne à sa chambre avant qu'un seul téléphone ait le temps de prendre une photo. Mon travail, c'est d'éteindre des incendies. C'est de résoudre le chaos dans l'obscurité pour que les responsables du service du matin puissent arriver à 7h, sentir le café frais et trouver un monde en parfait ordre, comme si la nuit n'avait jamais apporté de problème. Et à la maison, c'était exactement pareil. J'étais la gérante de nuit de ma famille. J'étais la solutionneuse invisible, mais ma famille ne le voyait pas comme ça. Pour eux, mon travail était une honte. Ma fille. Disait souvent ma mère, Romina, quand elle me voyait sortir avec mon tailleur noir. Cet uniforme, tu n'as rien de plus féminin? On dirait un enterrement. C'est un tailleur, maman. C'est professionnel. Eh bien, c'est moche, tranchait-elle. Léonel était pire. Tu es toujours réceptionniste, Itzel? La honte. Moi, je pourrais jamais avoir un patron. Ce qui est pour moi, c'est la liberté créative. Il disait ça en se préparant un sandwich à 2h de l'après-midi dans la cuisine, que je payais. Mais l'attaque la plus profonde, celle que ma mère gardait pour les réunions de famille, c'était ma situation de célibataire. À 34 ans, murmurait-elle à ma tante Vianney le soir de Noël, assez fort pour que je l'entende. À 34 ans et elle travaille de nuit. Comme ça, qui va la prendre au sérieux? Ce travail est en train de la dessécher, de la rendre amère. Les hommes veulent une femme qui soit à la maison la nuit, pas une femme qui rentre en sentant l'hôtel. La tante Vianney, le parfait singe volant de ma mère, hochait la tête avec gravité. La pauvre, ma fille, toujours si travailleuse. Mais regarde ta cousine, elle a déjà 2 enfants. Tu devrais te chercher quelque chose de jour, Itzel, même si tu gagnes moins. Quelque chose de décent. Décente. Inutile. Seul. C'étaient les mots qui définissaient mon existence pour eux. Ils ne se souciaient pas du fait que mon travail exigeait de l'intelligence, du courage, et un niveau de gestion de crise que mon frère Léonel ne pourrait pas tenir 5 minutes. Ils ne voyaient pas que je dirigeais une équipe de 20 personnes qui géraient des audits financiers complexes chaque nuit. Ils voyaient juste la fille ratée, qui ne leur avait pas donné un gendre riche ni des petits-enfants. La fille qui portait des uniformes et qui sentait l'hôtel. La fille qui, par hasard, avait toujours de l'argent quand eux avaient une urgence. Le problème, c'est que pendant 5 ans, leur urgence était devenue mon état permanent. Tout a commencé il y a 5 ans. J'avais 29 ans. Ironiquement, c'était pendant mon service. Il était 2h du matin, un mardi. Le lobby était silencieux. Je bouclais les comptes des restaurants. Mon téléphone personnel vibra. L'écran affichait « Maman ». C'était rare qu'elle m'appelle au travail. « Maman, ça va ? Il s'est passé quelque chose ?» De l'autre côté de la ligne, il n'y eut pas de « bonjour », seulement un sanglot étouffé, un pleur hystérique qui me glaça le sang. « Itzel, ma fille, s'il te plaît, aide-moi. » Qu'est-ce qui se passe? Papa, ça va? Léonel? La banque? Itzel, ils vont nous prendre la maison, ils vont nous mettre à la rue. Le contexte était celui-ci. Mon père, Moreau, avait été restructuré.
Un mot élégant pour dire qu'un homme de 55 ans avait été viré et remplacé par quelqu'un de plus jeune et moins cher. Sa retraite était misérable. Pendant 1 an, ils avaient vécu sur leurs économies en faisant semblant que tout allait bien. Ma mère continuait à aller au salon de beauté. Lionel continuait ses projets. Mais l'argent avait fini par disparaître. Et l'hypothèque de la maison dans la Narvarte, cette maison que ma mère avait insisté pour acheter pour sauver les apparences, était de 20 000 $ par mois. On a reçu l'avis d'expulsion, Itzel, pleurait ma mère. On a 30 jours. Ils vont nous mettre dehors. Quelle honte! La grande manipulation arriva ensuite. Itzel, s'il te plaît, juste ce mois-ci, pour nous mettre à jour. Je te jure, on te rend l'argent. Maman, pourquoi vous ne m'avez rien dit avant? Papa. Non, cria-t-elle, sa voix devenant dure. Non, s'il te plaît, ne dis rien à ton père. Tu ne sais pas dans quel état il est. Il est détruit, déprimé. S'il découvre ça, s'il apprend qu'il a échoué, il va mourir. Itzel, tu vas le tuer de honte. L'hameçon était lancé. Moi, la fille, je devais non seulement sauver la maison, mais aussi sauver la vie de mon père. D'accord, maman, calme-toi. Je m'en occupe. À l'époque, j'avais mes propres économies. J'avais un plan. Mais c'est beaucoup d'argent, maman. Mais toi, tu gagnes bien, ma fille, dit-elle. Sa voix passa d'hystérique à pratique en 1 seconde. Tu peux, juste ce mois-ci. Et je te le jure sur la Vierge, ne dis rien à ton père. Je suis allé à la banque le lendemain. J'ai fait un virement de 20 000 $. La maison fut sauvée. Mon père ne sut jamais rien. Ma mère m'appela, pleine de larmes de gratitude. Tu es un ange, Mija. Un ange. 1 mois plus tard, le téléphone sonna à nouveau à 2 heures du matin. Itzel, mon amour, excuse-moi de te déranger, mais tu crois que tu pourrais nous aider juste une fois de plus? Ton père a passé un entretien, mais ça n'a pas marché. Il est tellement triste. Et comme ça, une fois de plus, devint 60 fois. Après 6 mois, la fiction du « prêt » fut abandonnée. Ma mère m'appela avec une idée brillante. Ma fille, pour qu'on ne soit plus avec cette angoisse chaque mois, pourquoi tu ne domicilies pas le paiement? C'est-à-dire, que tu le paies toi directement à la banque. Comme ça, je ne m'inquiète plus. Et ton père n'a pas besoin de savoir. C'est plus facile. Quand les choses iront mieux, on fera les comptes. Nous n'avons jamais fait les comptes. Et ainsi je suis devenue la propriétaire secrète d'une maison dont on se moquait de moi. Si l'hypothèque de 1 200 000 $ avait été la seule chose, peut-être, juste peut-être, j'aurais supporté ça comme un impôt secret en échange de la paix familiale. Mais ce n'était pas tout. Ce n'était que le prix d'entrée. Une fois que ma mère sut que j'étais une source fiable, le robinet s'ouvrit complètement. C'est ce que j'appelle l'impôt de l'enfant en or. Lionel, le génie entrepreneur, avait besoin d'outils. Et son premier grand besoin arriva environ 8 mois après que j'ai commencé à payer l'hypothèque. Je me souviens parfaitement de la scène. Encore un dimanche. J'étais épuisé. J'avais fait un double service. Itzel, sœur, dit Lionel en s'asseyant à côté de moi sur le canapé. C'était la première fois qu'il s'approchait volontairement de moi depuis des mois. Ça activa mon alarme interne. Qu'est-ce qu'il y a, Lionel? J'ai réfléchi, dit-il d'un ton sérieux, de businessman. Mon appli, celle pour les promenades, est en train de décoller, mais mon ordi portable, celui que papa m'a acheté il y a des années, ne suit plus. Il rame. Je ne peux pas, tu vois, innover. Je hochai la tête sans m'engager. Alors il continua. Pour faire passer ça au niveau supérieur, il me faut le bon matériel. Il me faut un MacBook Pro, le nouveau. Je ris. Lionel, ces trucs coûtent une fortune. Pourquoi tu ne prends pas un ordinateur normal? Non, 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 dit-il, presque vexé. Tu ne comprends rien au branding, Itzel. Je ne peux pas arriver devant mes investisseurs avec un PC en plastique. Il me faut la pomme. C'est l'image. Quels investisseurs? Ceux que je vais avoir. Lionel, je n'ai pas 40 000 $ pour un ordinateur. C'est là que ma mère, qui était,
par hasard, en train de plier du linge dans le coin, entra dans la conversation. Itzel, s'il te plaît, ne sois pas comme ça avec ton frère. Toujours si, maman réaliste, négative, dit-elle, sa voix devenant tranchante. Ton frère essaie de faire quelque chose de sa vie. Il est en train de créer. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à ton travail, tu pointes, tu reviens. Lui, il essaie de construire un patrimoine pour cette famille et toi tu ne peux pas l'aider avec un simple ordinateur. Ce n'est pas simple, maman. C'est 40 000 $. Et toi, tu les gagnes, répliqua TL. Tu les dépenses dans quoi? Tu vis dans ce petit appartement, tu ne sors pas, tu n'as pas de petit ami, tu ne t'achètes pas de beaux vêtements, tu n'as même pas de voiture. Tu fais quoi avec ton argent, Itzel? Tu le gardes sous le matelas. Je restais figé. L'accusation comme quoi je gardais mon argent pendant que survivais à peine, dans la maison que je payais, était tellement absurde, tellement injuste, que je restais sans voix. Ma mère vit ma faiblesse et attaqua. Allez, ma fille, aide-le. Regarde sa petite tête, il est tellement plein d'illusions. Je regardais Léonel. Il faisait sa meilleure tête de chiot triste, l'imbécile de 30 ans. Je me sentais étouffé, piégé. D'accord, murmurai-je, me sentant sale. Je vais voir ce que je peux faire. Peut-être en plusieurs mensualités sans intérêt. Le sourire de ma mère fut éblouissant. Voilà, mon amour. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Tu es le pilier de cette famille. Une semaine plus tard, Léonel avait son MacBook Pro. Il s'en servit 2 semaines pour faire un logo pourri, puis je le vis surtout utiliser pour regarder des séries et jouer aux jeux vidéo. Je l'ai payé pendant 18 mois. Ça, c'était la première pièce exposée dans mon musée de la douleur, la pièce maîtresse de l'enfant en or. La prochaine urgence arriva environ 6 mois plus tard. C'était un jeudi soir, mon soir de repos. J'étais dans mon petit appartement, en train de profiter du luxe rare d'un bain chaud. Je lisais un livre. La vapeur brouillait mes lunettes. J'étais heureuse. Et puis, mon téléphone sonna. Maman. Mon cœur se serra. La paix s'évapora. Je décrochai. Allô, Itzel. Tu es occupé? La voix de ma mère était un murmure tragique. Je suis à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? Non, sanglotait-elle. Non, Itzel, c'est ton père? Je me redressai d'un coup dans la baignoire. L'eau éclaboussa le sol. Qu'est-ce qu'il a? Il est à l'hôpital. Non, pire. Pire que l'hôpital. Quoi encore, maman, dis-je, pendant qu'elle utilisait mon surnom d'enfance, Ita, réservé uniquement aux manipulations de haut niveau. La télé a grillé. Je fis une pause. L'eau coulait de mon coude. Quoi? La télé, Itzel, la grande du salon. Ton père regardait le match et PFF, fumée noire, elle ne s'allume plus. On l'a emmené réparer et le technicien a dit que ça ne servait plus à rien, que la carte mère est morte. Maman, tu m'as fait peur. Je croyais que c'était grave. C'est grave, Itzel, cria-t-elle, sa voix se brisant. Tu ne comprends pas. Ton père est dévasté. Il est assis sur le canapé, en train de regarder le mur. Le foot, c'est sa seule joie, depuis que tu sais, depuis qu'il a été viré. Et voilà la culpabilité. Mon père, le pauvre homme dépressif, privé de sa seule joie. Si je ne faisais rien, ce serait ma faute. Maman, ce n'est qu'une télévision. Il peut regarder le match dans la cuisine, sur la petite télé. Ce n'est pas pareil, pleura-t-elle. Tu ne comprends pas ce que ça représente pour un homme. C'est son espace. Et le Super Bowl est dans 2 semaines. Itzel va tomber dans une dépression terrible. Je fermais les yeux. Je voyais le coup venir. Tu veux que je fasse quoi, maman? Je ne peux pas réparer ta télé. Chez Liverpool, il y a une promo, dit-elle, sa voix passant, encore une fois, de tragédie à business en 1 seconde. Une Samsung de 60 pouces, écran incurvé, magnifique. On peut la payer à crédit. On peut? Eh bien, moi je n'ai pas de crédit, Mija. Tu sais, depuis l'histoire de « mets-toi ci ». Maman,
je ne vais pas vous acheter une télé de 60 pouces. Les sanglots revinrent encore plus forts. Donc tu t'en fiches? Tu n'en as rien à faire de ton père. Tu ne penses qu'à toi et à ton travail. Nous, on souffre ici et toi. Maman, ça suffit. Combien elle coûte? Pas beaucoup. 28 000 $. Mais en 24 mois, tu ne sentiras rien. 28 000 $. Laisse-moi voir, dis-je, vaincu. L'eau de mon bain était froide maintenant. Merci, Mija. Je savais que tu comprendrais. Je vais dire à ton père que tu lui as sauvé la vie. Je raccrochai. Je restai tremblante, non pas de froid, mais de rage. Cette nuit-là, je me connectai sur le site de Liverpool. J'utilisai ma carte de crédit, 24 mois sans intérêt. Le week-end suivant, je vins au dîner du dimanche. La nouvelle télé trônait sur le mur. C'était un monstre. Elle occupait la moitié du salon. Mon père était heureux, ça oui. Regarde ça, Itzel. On dirait le vrai stade. Tant mieux, papa. Ma mère me servit une portion extra de molle. Tu es un ange, ma fille, murmura-t-elle. Ton père n'avait pas souri comme ça depuis des mois. Lionel ne leva même pas les yeux de son nouveau MacBook. Il était trop occupé à innover. Je mangeai le molle. Il avait le goût de cendre. Et je sus, à ce moment-là, que ce paiement mensuel serait mon rappel constant que, dans cette maison, l'amour se mesurait en pouces et se payait à crédit. La vie de Lionel était pleine d'urgences, qui, par hasard, arrivaient toujours après minuit, au moment le plus chargé de mon service. Il savait que c'était mon moment de plus grande vulnérabilité. Quand tu gères 3 crises en même temps, un client qui hurle et un audit qui ne colle pas, ta résistance mentale est au plus bas. Cette fois-là, il était 1h05 du matin. Ma radio de gérante sonnait. Licenciada Itzel, le monsieur de la 802 est dans le lobby, il se plaint du bruit de la 804. Il dit que ce sont ses voisins et qu'il va les poursuivre. Mon téléphone du bureau sonnait aussi. Gérante, l'audit du restaurant italien a un trou de 5 000 $. Au milieu de ce chaos, mon téléphone personnel vibra. Lionel. Je l'ignorais. Il vibra encore. Un message WhatsApp. Itzel, urgent. Réponds. Il vibra encore, puis encore. Et si c'était un accident? Et si quelque chose était arrivé à mes parents? Le réflexe de panique familiale se déclencha. Garcia, va à la 804 et préviens-les, dis-je à l'agent de sécurité. Rosario, dis au 802 que je lui envoie un thé offert par la maison et que je m'en occupe. Donnez-moi 1 minute. Je me enfermai dans mon bureau, un cube en verre, et je répondis. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Oui, ça va, chuchota Lionel. Il y avait de la musique derrière lui. Mais j'ai besoin d'un énorme service, sœur. Un coup de main. Lionel, je travaille. Il est 1h du matin. Je sais, c'est pour ça que je t'appelle. Écoute, tu te souviens des investisseurs dont je t'ai parlé? Ceux de l'appli de promenade? Oui. Eh bien, ils sont ici avec moi au Joy de Polanco. J'ai réussi à entrer et ils adorent l'idée. C'est bien, Lionel. Et sa voix baissa encore. On a déjà demandé l'addition et ma carte n'est pas passée. Je fis une pause. Ta carte n'est pas passée. Non. Putain, la honte. Ils me disent fonds insuffisants. C'est sûrement une erreur de la banque. Le truc, c'est que je suis ici avec les investisseurs les plus hautes de la ville et je ne peux pas payer une note de 6 000 $. 6 000 $, Lionel? Oui, mais on a pris des bouteilles pour les impressionner. Itzel, s'il te plaît, ne me laisse pas vivre ça. C'est l'avenir de ma boîte. Si je ne paye pas, je vais passer pour un clown et je vais tout perdre. Je fermai les yeux, me frottai l'arête du nez. Le monsieur de la 802 criait dans le couloir. Lionel, je ne peux pas te transférer 6 000 $ maintenant. Mais si, tu peux. Depuis ton appli. S'il te plaît, Itzel. Je te jure sur ma vie que je te les rends lundi. Lundi, avec intérêt. Lionel. S'il te plaît. Il me regarde mal. Le serveur est là.
S'il te plaît. Le niveau de pathétique était énorme. J'ouvris mon appli bancaire. Mes mains tremblaient de rage. À quel compte? Il me donna le numéro de compte de son soi-disant investisseur, qui était sûrement juste un pote à lui, tout aussi idiot. Je tapais $6 000. Rentre chez toi, Lionel, et arrête tes conneries. Merci, sœur. Tu es un ange. Je te dois une. Il raccrocha. La somme sortit des $7 000 qui me restaient pour vivre le reste du mois. Même pas besoin de te dire que, lundi, n'arriva jamais. Ni l'argent. Quand je lui demandai 2 semaines plus tard, il se contenta de rire. Ah oui, c'est que les investisseurs se sont retirés. C'étaient des idiots, mais la prochaine sera la bonne. Et, tu peux pas me prêter 500 pour le cinéma? Cette nuit-là, à l'hôtel, j'ai dû payer le repas d'un client de ma propre poche, parce que je n'avais plus d'argent sur mon compte. J'ai dû utiliser ma carte de crédit la même que pour la télé de 60 pouces pour acheter un sandwich à $50. La gérante de nuit n'avait pas d'argent pour dîner, mais l'enfant en or faisait la fête à Polanco. Les gens me demandent parfois. Litzel, pourquoi tu as supporté tout ça si longtemps? 5 ans. Tu es folle? Non, je ne suis pas folle. Ou peut-être que si. J'ai supporté parce que ce n'était pas seulement de l'argent, c'était de l'espoir. L'espoir stupide et pathétique qu'un jour, il se rendrait compte de tout. Qu'un jour, ma mère me regarderait avec la même fierté qu'elle avait pour Lionel. Qu'un jour, mon père me dirait, « Je suis fier de toi, ma fille. » J'ai tenu parce qu'on m'avait programmé pour croire que ma valeur était liée à mon utilité. Et si je cessais d'être utile, qu'est-ce qu'il me resterait? Mais la vraie raison, celle qui fait le plus mal, c'est que j'étais terrifié. Terrifié par la confrontation. Terrifié par le silence qui viendrait après. Je suis devenu la définition même de mon travail, la solutionneuse invisible. Tant que je pouvais régler les problèmes avant qu'ils sortent au grand jour, tant que je pouvais absorber les dettes et les crises dans l'obscurité de mon compte bancaire, la famille pouvait continuer à faire semblant d'être normale. Mais il y avait un coup, et ce n'était pas seulement 1,8 million de dollars. C'était le colibri bleu. Vous voyez, je n'ai pas toujours voulu être gérante d'hôtel. C'est un bon travail, bien payé, mais ce n'est pas ma passion. Ma passion sent la vanille de Papantla, le beurre et la cannelle de Ceylan. Ma grand-mère venait d'Oaxaca, et c'était une maîtresse de la pâtisserie. Elle m'a appris à faire du pain de yéma, des polvorones et un gâteau 3 laits avec une touche de lavande qui était divin. Quand elle est morte, elle m'a laissé son cahier de recettes. Un vieux livre taché de graisse et de chocolat, avec sa belle écriture. Avant que tout ça ne commence, quand j'avais 29 ans et des économies, j'avais un plan. J'avais suivi un cours de gestion de petites entreprises. J'avais repéré un local dans la Colonia Roma, petit, avec une grande vitrine. J'avais déjà le nom, le colibri bleu, pâtisserie fine. J'avais le logo, j'avais le menu. Je savais exactement quel four il me fallait, une bête en acier inoxydable à convection. Je savais quelle batteuse, une KitchenAid rouge, taille industrielle. J'avais calculé le coût initial. Avec le pas de porte, le matériel et 6 mois de loyer, il me fallait, devinez quoi? 1,5 million de dollars. L'argent que Lionel a utilisé pour ses MacBooks et ses fêtes. L'argent que ma mère a utilisé pour sa télé incurvée et ses repas au Estoril. L'argent qui est parti dans la maison de la Narvart, où j'étais une invitée non désirée. C'était mon rêve. Parfois, les rares nuits où j'étais libre, je sortais le cahier de ma grand-mère, je le sentais, et je regardais mon relevé de compte, 2300 dollars. Et là, je pleurais. Je pleurais pour la pâtissière qui vivait en moi, étouffée par la fille inutile. Ma famille n'a pas seulement mangé mon argent, elle a mangé mes gâteaux, elle a mangé mon futur, elle a mangé le colibri bleu avant que je puisse faire cuire son premier pain. Et pendant qu'ils me traitaient de raté, j'étais la seule à savoir qu'ils avaient raison. J'avais échoué. J'avais échoué ma grand-mère. Je m'étais échoué moi-même. Voilà la vraie chose qu'on m'a volée. Le clic final, celui qui m'a fait passer de la résignation à l'action, ne s'est pas produit à la maison, mais au travail. Et c'était à cause d'un homme. Pas un prince charmant, pas un sauvetage romantique. Juste un homme décent. Il s'appelait Uriel, il avait 38 ans et il était pilote chez Aeromexico, un capitaine. C'était un client régulier. Il faisait la route Mexico au Paris-Mexico.
Il arrivait toujours à l'hôtel à des heures étranges, à 3 heures du matin, fatigué, son uniforme impeccable, tirant sa valise de pilote. J'étais le seul visage qu'il voyait à cette heure-là. Nos échanges étaient professionnels mais sympathiques. Il m'apportait toujours un vrai café acheté à l'aéroport. Celui de la machine ici a le goût de chaussettes bouillies, m'avait-il dit une fois avec un sourire fatigué. Une nuit, pendant que je gérais un audit qui ne collait pas, il resta au comptoir, en attendant sa clé. Vous êtes la personne la plus calme de tout ce bâtiment, Itzel, dit-il. Il est 4 heures du matin, le système est en panne, et vous clignez simplement des yeux. Je haussai les épaules. C'est mon travail, capitaine. Éteindre des incendies. Il me regarda fixement, et pour la première fois depuis des années, je sentis que quelqu'un me voyait vraiment. Pas comme une réceptionniste ou une vieille célibataire, juste comme une personne. Vous êtes très doué pour éteindre les incendies des autres, dit-il doucement. Mais qu'est-ce que vous faites pour Itzel? Qui éteint ces incendies à elle? Personne ne m'avait posé cette question depuis 5 ans. La question me coupa le souffle. Quelques semaines plus tard, son vol fut retardé et coïncida avec ma sortie. Il était 7h30 du matin. Laissez-moi vous inviter à déjeuner, dit-il. Des chilaquiles. Des vrais, pas ce truc triste du buffet. Nous sommes allés dans un petit café. Nous avons parlé de Paris, des clients fous, de mon rêve de pâtisserie. C'était facile, normal. À la fin, il proposa de me raccompagner. Je te dépose chez toi. De toute façon, je devais passer chez mes parents. Laisse-moi à l'angle, dis-je, nerveuse. Ne dis pas de bêtises, Itzel. Je te dépose devant la porte. Sa voiture était une Audi, pas neuve mais impeccable. Le genre de voiture qui dit « succès discret ». Évidemment, quand on s'est arrêté devant la maison de la Narvart, ma mère et Léonel étaient à la fenêtre comme des vautours. Uriel me dit au revoir. C'était un plaisir, Itzel. On refait ça. Il me fit un baiser courtois sur la joue. Je rentrai dans la maison avec une étrange légèreté. Je me sentais bien. Ça n'a pas duré 3 secondes. Avant que je puisse fermer la porte, ma mère, Romina, me saisit par le bras. Ses ongles s'enfoncèrent dans ma peau. Son visage n'exprimait pas la curiosité, mais la rage. « Qu'est-ce que tu faisais, hein » siffla-t-elle en me traînant vers le salon. « De quoi tu parles » ? J'étais juste déjeuner. Déjeuner ? Léonel apparut avec un sourire moqueur. Quel genre de déjeuner, petite sœur ? Avec un type en Audi. Il t'a payé combien ? Quoi ? Ne fais pas l'idiote, Itzel, hurla ma mère, son visage se tordant dans une grimace de mépris que je n'oublierai jamais. Tu te prostitues ? C'est ça que tu fais dans cet hôtel la nuit ? Tu couches avec les clients pour de l'argent ? Je restais glacé. L'accusation était tellement vile, tellement inattendue. Maman, non. C'est un pilote. C'est un ami. Un ami ? Elle éclata d'un rire horrible. Tu crois qu'on est stupide ? Un homme comme ça, un homme avec ce fric, avec cette voiture, tu crois qu'il va s'intéresser à une bonne de nuit comme toi ? S'il te plaît, Itzel. Ces types-là ne te veulent que pour une seule chose. Quelle honte. Tu salis le nom de cette famille. Ce fut ce moment-là. Le clic final. Ce n'était pas mon travail qui les remplissait de honte, c'était mon bonheur. C'était l'idée que je puisse avoir quelque chose à moi. Il ne voulait pas que quelqu'un me sauve. Il ne voulait pas que j'aie un Uriel. Il voulait que je reste dans le trou. Invisible, seul. Il voulait que je reste la gérante de nuit de leur vie pathétique. Tu as raison, maman, dis-je, ma voix tombant dans un murmure glacé. Il est temps d'arrêter de rêver. Je me retournai et sortis de la maison. Ma mère me criait. Tu ne me tournes pas le dos comme ça, Itzel. Mais je ne l'entendais déjà plus. La fille inutile venait de trouver son utilité. Cette nuit-là, au travail, j'étais un fantôme. Kenya, ma superviseuse à la réception, et la seule amie qu'il me restait, me trouva dans la salle de repos à 3 heures du matin. J'étais en train de fixer un tableau Excel, mais je ne voyais pas les chiffres, je voyais le visage de ma mère. « Et » dit Kenya en s'asseyant à côté de moi. « Qu'est-ce qui t'a piqué ? Tu as une tête d'apocalypse.
Kenya était pratique, brute, sans détour. Le contraire de moi. Et cette nuit-là, je me suis brisé. Je lui ai tout raconté. Les 5 ans, les 20 000 par mois, la retraite de mon père, le génie de mon frère, le MacBook, l'Audi, l'accusation. Kenya écouta en silence, en mangeant des chips piquantes. Quand j'eus fini, elle s'essuya les doigts pleins de chili. Non mais sérieux, Itzel? Dit-elle sans expression. T'es vraiment conne. Je me ratatinai. Mais elle ajouta avec un demi-sourire. Enfin, tu ne le hais plus maintenant, hein? Je secouai la tête. Plus maintenant, Kenya. Mais je ne sais pas quoi faire. Si je leur dis tout, mon père? Kenya leva une main. Bon, stop. Qu'est-ce que je t'ai dit sur ton travail? Tu es quoi? Auditrice? Non. Qu'est-ce que tu fais quand un gars essaie de faire passer une fausse facture de 50 000 $ à l'hôtel? J'enquête, je sors les preuves, je présente les justificatifs. Exactement, dit Kenya en me pointant avec une chip. Tu ne cries pas, tu ne pleures pas, tu présentes des preuves irréfutables. Les gens comme ta mère et ton frère ne comprennent pas les émotions. Ils comprennent les chiffres. Ils comprennent les reçus. Ils comprennent la honte d'être démasqués. Je restai silencieuse, en réfléchissant. Ils vont dire que tu es folle, Itzel, continua TL. Ils vont dire que tu mens, que tu exagères. Ton père va se ranger du côté de ta mère, par lâcheté. Tu dois tout avoir, imprimé. Une audite. Un audit, murmurai-je. Ton meilleur audit, amiga, sourit Kenya. Va à la banque, demande les relevés des 5 dernières années. Imprime chaque virement. Imprime les putains de WhatsApp où ils te demandent de l'argent. Fais un tableau. Tu fais des sommes et des soustractions. Une énergie froide commença à couler dans mes veines. La tristesse se transformait en autre chose. De la détermination. Tu vas leur mettre la misère, Itzel, dit Kenya. Mais tu vas le faire avec classe, comme la gérante de ouf que tu es. Il faut que j'aille à la banque, dis-je, ma voix ferme pour la première fois. Prends ton jour perso demain, ordonna Kenya. Je te couvre. Maintenant, va dire au gars que le système de réservation est tombé. J'ai besoin que tu mettes ta tête de gérante de nuit et que tu ailles faire peur à l'équipe informatique. Je me levai. Je me sentais différente. Merci, Kenya. Allez, et achète-toi des surligneurs de couleur. Tu vas avoir besoin de jaune, de rose et de bleu. Pourquoi ces couleurs? Jaune pour l'hypothèque, rose pour le petit génie, et bleu pour les larmes de crocodile de ta mère. Le lendemain, je pris mon jour. Je partis à la banque. Le conseiller me regarda comme si j'étais folle quand je lui demandais les relevés des 60 derniers mois. Ça va prendre du temps, mademoiselle, dit-il. J'ai le temps, répondis-je. Je sortis de la banque 2 heures plus tard avec une pile de papier qui rentrait à peine dans mon sac. Je passai à la papeterie prendre les surligneurs que Kenya m'avait conseillés. Cet après-midi-là, mon petit appartement se transforma en bureau de guerre. J'étalai les 60 relevés sur le sol de mon salon. Ce fut cathartique. Chaque ligne jaune, c'était un mois de plus pour leur maison. 20 000 $. Clic. 20 000 $. Clic. Chaque ligne rose était un projet de Léonel. Chaque ligne bleue, les dépenses et urgences de ma mère. L'acte de surligner, de quantifier ma douleur, était étrangement guérissant. Ce n'était plus un nuage flou de sentiments et d'injustice, c'était des chiffres, des données dures. J'imprimais les conversations WhatsApp, les mails. Je collais des captures d'écran Facebook de ma mère, postées par ma tante Vianney dans des restaurants chics, juste à côté de ces messages disant « Ma fille, on n'a même pas de quoi faire les courses. » Impression 1, message de maman, 10h30 du matin. Itzel, la facture d'électricité est de 3 000 $. Un vol. Aide-moi, Mija. Ton père va se fâcher. Impression 2, post Facebook de tante Vianney, 13h, le même jour. En train de célébrer la vie avec ma sœur Romina au Estoril. Santé. Je collais la facture du MacBook Pro. Je collais le reçu de la télé de 60 pouces. Je fis le tableau, comme Kenya l'avait dit. 3 colonnes, hypothèque, Léonel, maman hors d'hiver.
À la fin, une case, grand total, 1 800 000 $. Je regardais ce chiffre. 1 800 000 $. Ma pâtisserie. Ma voiture neuve. Mes vacances. Ma paix mentale. J'achetais un classeur noir épais de 5 centimètres. Sur la couverture, j'imprimais une étiquette. Elle ne disait pas « Vengeance ». Elle disait « Audi Final XL ». Le vendredi matin, 2 jours avant le dimanche du Mall, je fis le dernier pas. J'étais dans mon petit appartement. Le soleil entrait par la fenêtre, illuminant les particules de poussière. La ville vivait dehors, mais mon monde était en pause. Je tenais mon téléphone, regardant le numéro de la banque. Ma main tremblait. Pendant 5 ans, mon identité avait été être la réparatrice. La solutionneuse. Celle qui maintient la maison à flot, qui évite les crises, qui prend les coups pour que les autres n'aient pas à les sentir. Mon travail à l'hôtel et à la maison, c'était de faire en sorte que tout continue à tourner. Cet appel, c'était pour casser quelque chose. Mais ce n'est pas cassé, me dis-je à voix haute. Ma voix sonna étrange dans la pièce vide. C'est lâché. Je pris une grande inspiration. Je composai le numéro. Merci d'appeler Banco. Votre appel est important pour nous. La musique d'attente était horrible. Mon cœur battait au rythme d'un violon faux. Bonjour, ici Ravière, en quoi puis-je vous aider? Bonjour, Ravière. Ici Itzel. J'ai besoin d'annuler un paiement domicilié. Bien sûr, mademoiselle Itzel. Votre numéro de compte, s'il vous plaît? Je lui donnai les infos. Il tapa sur son clavier. Alors? Je vois ici. C'est un paiement récurrent, de 20 000 $, pour un prêt hypothécaire. Vous êtes sûr de vouloir annuler ce paiement, mademoiselle? L'échéance est dans 3 jours. J'en suis sûr, Ravière. Il y eut une pause. Je pouvais sentir son jugement à travers le téléphone. Bon, c'est votre argent. Un instant. Encore du bruit de clavier. Voilà, le paiement automatique avec la référence 145B a été annulé. Autre chose pour vous? Non, Ravière, c'est tout. En fait, c'est tout. Je raccrochai. Je restai assise longtemps sur mon canapé. Le soleil se déplaça dans la pièce. Il n'y eut ni fanfare, ni explosion de joie. Juste du silence. Un silence que je n'avais pas connu depuis 5 ans. Le silence d'un compte bancaire qui, pour la première fois, n'appartenait qu'à moi. Le silence d'un téléphone que je ne craignais plus d'entendre sonner. Le poids de 1 800 000 $ se leva de mes épaules. Je pleurais. Je ne pleurais pas de tristesse. Je pleurais de soulagement. Je pleurais pour l'Itzel de 29 ans qui avait dit oui à un chantage émotionnel. Je pleurais pour la pâtisserie, le colibri bleu, morte avant de naître. Après 10 minutes, j'essuyais mes larmes. Je me levai. Je me préparais un café. Il avait le goût de ce qui allait venir. Le dimanche, c'était le dîner de famille, c'était la tradition. Et je savais, avec la certitude d'une auditrice qui connaît les patterns, que Léonel allait demander de l'argent, que ma mère allait attaquer, que le mot « inutile » ou « radine » allait sortir. Avant, ce dîner aurait été une torture. Cette fois, ce serait une scène. Le classeur noir m'attendait sur mon bureau. Le dessert de la fille inutile, murmurai-je, et pour la première fois depuis longtemps, je souris. Et nous revoilà au dimanche. J'arrivais à 5 heures pile. J'avais dormi 4 heures, mais je me sentais étrangement lucide. Je portais mon tailleur noir, mon uniforme, comme disait ma mère. Le classeur noir était dans mon porte-documents, lourd comme une brique. La scène était la même que toujours. Mon père, Moreau, sur le canapé, regardant le foot, le son au minimum, en train de se plaindre du gouvernement. Tu as vu le prix de l'essence avec ce en lot? Ma mère, Romina, tournoyait dans la cuisine, donnant des ordres à un air inexistant. Léonel, mets la table. Ta sœur est déjà là. Léonel était sur le canapé, le téléphone collé à la main, probablement en train de parier sur un match. Ouais, chef. Quel stress. Je m'assis à table sans dire grand-chose. Mija, fut le salut de ma mère. C'est cerne. Tu ne dors pas.
Tu devrais, je ne sais pas, démissionner. Ce travail te tue. Je vais bien, maman. On servit le dîner. Le mol, les tortillas. La conversation tourna autour de tante Vianney, qui avait acheté une nouvelle voiture, et du génie de Léonel avec son appli de promenade gourmet. Et puis, Léonel lança son hameçon, les 25 000 $. J'étais prête. Mon « non » fut tranquille. Non, Léonel, je n'ai pas. Et la chaîne de dominos commença exactement comme je l'avais prévu. La moquerie de Léonel. Tu vas encore commencer. Quelle radine. L'intervention de mon père. Itzel, s'il te plaît, aide ton frère. C'est la famille. La déception jouée de ma mère. Et enfin, le mot-clé, celui que j'attendais, celui qui donnait le feu vert. Itzel. Parfois je me demande, ça fait quoi d'être la fille inutile? Bingo. Le piège s'était refermé. Pas sur moi. Sur eux. Je regardais ma mère, et le calme sur mon visage la désarma. Qu'est-ce que ça fait, maman? Ça fait merveilleusement du bien. Parce que je viens juste d'arrêter de te payer l'hypothèque. Et le chaos, ce chaos que j'avais toujours contenu, que j'avais toujours résolu dans l'ombre, explosa enfin en plein jour. L'hypothèque? C'est quoi cette putain d'hypothèque? Le cri de mon père résonna dans la salle à manger. Le mol dans son assiette trembla. Je ne lui répondis pas. Je gardai mon regard fixé sur ma mère. La couleur avait disparu de son visage. Ses lèvres, toujours peintes d'un rouge agressif, n'étaient plus qu'une ligne pâle. Elle savait. Oh oui, elle savait très bien. Son regard passa de la confusion à la panique pure. Léonel nous regardait comme si on parlait une langue étrangère. De quoi elle parle, cette folle? Quelle hypo? Silence, Léonel, ordonnai-je. Et ma voix de gérante de nuit, celle qui ne tolère aucune connerie à 4 heures du matin, le fit taire net. Je me levai calmement. Je partis prendre mon porte-document près de l'entrée. Je l'ouvris. Je sortis le lourd classeur noir de 5 centimètres. Je revins à table. Le seul bruit était le ronronnement du frigo. Je posai le classeur sur la table, devant mon père, avec un bruit sourd. Le tude fit sauter les verres d'eau. Tu demandais, quelle hypothèque? Papa, dis-je d'une voix plate. Fais-toi un café, ça va prendre un moment. Ou non, en fait. J'ai fait un résumé. Les mains de mon père tremblaient. Il ouvrit le classeur. La première page n'était pas un chiffre, c'était un document. C'est quoi, ça, murmura-t-il. Lis à voix haute, papa. C'est de la banque. C'est un avis d'expulsion, daté d'il y a 5 ans. Mon père leva la tête, son visage une expression de confusion et d'horreur. Il regarda ma mère. Romina, c'est quoi ça? Tu m'avais dit que c'était une erreur de la banque. Tu m'avais dit que tu avais arrangé ça. Ma mère essaya de parler. Moreau, mon amour, je peux t'expliquer. C'était un malentendu. Ce n'était pas un malentendu, maman, dis-je. C'était un mensonge. Mon père était livide. Je comprends pas. Comment? Passe à la page 2, papa, dis-je en pointant du doigt. Il avala sa salive et tourna la page. Section 1, surlignage jaune. Page 3 à 30, paiement d'hypothèque. Ma mère commença à hyperventiler. Itzel, ma fille, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ton père? Mon père quoi, maman? Il va mourir de honte. Ce n'est pas ce que tu m'avais dit il y a 60 mois? Que si je lui disais la vérité, ça le tuerait de honte? À quoi? Cria mon père. Tourne la page, papa. Mon père, les mains tremblantes, passa à la section jaune. Je le vis parcourir les lignes. Relevé bancaire. Mois après mois. Une ligne jaune par page. Virement? 20 000 $? Virement? 20 000 $? Lisait-il à haute voix, comme s'il n'y croyait pas. 20 000. 20 000. 20 000. Itzel, ça fait 60 paiements. Oui, papa, dis-je. 60 mois d'affilée,
depuis mon compte personnel vers le compte de l'hypothèque. Mon père laissa tomber les feuilles, se couvrit la bouche avec la main. Un total de la section jaune, dis-je, comme si je présentais un rapport à l'hôtel. 1 200 000 $. Mon père me regarda, mais il ne me voyait plus. Il voyait un fantôme. Puis il regarda sa femme. Romina. Sa voix était brisée. Mais tu m'as dit, tu m'as juré que c'était l'héritage de ta mère. Ça l'était au début, hurla ma mère, cherchant une excuse. Mais, c'est fini. Alors tu as trouvé un nouvel héritage, dis-je. Moi, non. Léonel comprit enfin que la situation était grave. Itzel, donc toi, tu. Oh, Léonel, dis-je avec un sourire sans chaleur. Ne crois pas que je t'ai oublié. Papa, va à la section 2. Surlignage rose. Page 31. Frais créatif et capital de départ. Cria Léonel, le visage rouge. Ça, c'est privé. Tu n'as pas le droit. Privé? Je ris. C'était privé quand tu m'appelais à 1h du matin pour me demander 6 000 $ pour tes investisseurs? Ou privé, c'est le fait que tu ne m'as jamais rendu un seul centime? Maintenant, c'est public, Léonel. Papa, lis. Mon père tourna les feuilles, ses gestes plus brusques, remplis de colère. C'est quoi ça? MacBook Pro, 40 000 $. Léonel? Léonel se ratatina sur sa chaise. C'était pour le boulot. Pour mon appli. Continue, papa, l'encourageai-je. 25 000 $, capital de départ. Mon père me regarda. Ça, c'était la semaine dernière. Et tu as dit que tu n'avais pas d'argent. Non, corrigeai-je. J'ai dit que je n'avais pas d'argent en plus. Je vous l'avais déjà donné à lui. Mon père continua de tourner les pages. Virement de 10 000, 5 000, 2 000. Message WhatsApp imprimé. Sœur, prête-moi pour le loyer du studio. Itzel, j'ai besoin pour l'essence. Un total de la section rose, annonçai-je dans le silence de la salle à manger. 500 000 $. Léonel laissa tomber son téléphone par terre. Il devint livide. Et maintenant, dis-je, ma section préférée. Section 3, surlignage bleu, service et maintenance du style de vie. Quoi, murmura mon père. Page 46. Lis la note, papa. C'est, la facture d'électricité. 3 000 $, avec un message de ta mère. Itzel, ma fille, paye ça, ton père va se fâcher. Et à côté. Je pointai du doigt. La capture Facebook de tante Vianney. Même jour, même heure. Le délicieux repas avec ma sœur Romina au Estoril. Santé. Tu n'avais pas d'argent pour l'électricité, maman? Ma mère se leva d'un bond. Tu es une. Là, assieds-toi, Romina, hurla mon père, d'une voix d'autorité que je ne lui avais jamais connue. Ma mère, surprise, se rassit. Continue, me dit mon père, la voix tremblante de colère froide. L'assurance de ta voiture, papa. Celle que je viens de renouveler, 12 000 $. Le nouveau frigo, 22 000 $. Bon, tu as compris. Total de la section bleue, 100 000 $. Je refermai le classeur. Un grand total, dis-je, en les regardant tous les trois. L'hypothèque, 1 200 000. Projet de Léonel, 500 000. Style de vie et service, 100 000. Je sortis une calculatrice de mon sac. Je tapai, 1 800 000 $. Je posai la calculatrice sur la table. Ça, maman, dis-je, la voix légèrement tremblante. C'est le prix de mon inutilité. C'est le coût de ma pâtisserie, le colibri bleu, qui n'ouvrira jamais. C'est le prix des nuits où je n'ai pas dormi, des vacances que je n'ai jamais prises, des amis que j'ai perdus. Ça, dis-je en la regardant dans les yeux. C'est ce que ça fait d'être la fille inutile. Le silence qui suivit fut pire que n'importe quel cri. Un silence lourd, étouffant, qui sentait le molfroid et les mensonges pourris. Mon père, Moreau, ne regardait personne. Il fixait le classeur noir comme si c'était une bombe qui venait d'exploser.
Léonel était livide, ses yeux passaient de moi à ma mère. Maman, tu savais tout ça? Tu savais qu'elle payait tout? Mon père leva la tête. Son visage était gris. Romina. Chuchota Théil. Tu m'as menti. Pendant 5 ans. Tous les jours. Et ce qui arriva ensuite, c'est le moment que j'avais attendu. Le moment où ma mère, coincée, sans excuse, montrerait son vrai visage. Je m'attendais à des larmes, à des regrets, à des excuses. Quel naïf j'étais. Ma mère, Romina, se mit à trembler. Mais ce n'était pas de peur, c'était de rage. Elle se leva si brusquement que sa chaise tomba par terre dans un fracas. Et alors, hurla-t-elle, sa voix déchirée, méconnaissable. Tu voulais quoi que je fasse? Que nous allions vivre sous un pont? Que nous soyons la risée de la famille? Que ta tante vienne me jeter à la figure qu'on nous a pris la maison? Non. Puis son doigt se tourna vers moi. Ses yeux étaient des braises. Oui, je le savais. Et alors? Elle avait l'argent. C'est ma fille. C'est son obligation. Obligation, murmurai-je. Oui, obligation. Les enfants sont là pour aider leurs parents. À quoi ça sert d'avoir une fille avec un bon travail si elle n'aide pas sa famille? Elle ne fait rien avec son argent. Regarde-la. 34 ans, pas de mari, pas d'enfant. Seule. Au moins, comme ça, cracha-t-elle. Son argent a servi à quelque chose d'utile. Le poison dans le mot « utile » me frappa en plein ventre. Même Léonel avait l'air horrifié. Maman, calme-toi, dit-il. Je ne vais rien calmer, hurla-t-elle, maintenant en larmes, mais c'étaient des larmes de rage. Et maintenant, cette ingrate vient ici pour nous humilier. Non, maman, dis-je. Ma voix était froide comme le marbre de l'autel. C'est toi qui m'as humilié. Tu m'as accusé d'être une prostituée. Mon père serait dit. Quoi? Elle ne te l'a pas dit, papa? L'autre jour, parce qu'un homme en Audi m'a déposé devant la porte, ta femme, ma mère, m'a accusé de coucher avec les clients pour de l'argent. Elle m'a dit que je salissais le nom de la famille. Mon père se leva d'un bond. Romina, tu lui as dit ça? Le visage de ma mère se déforma. Ça, c'était un détail qu'elle ne voulait pas voir sortir. Elle le méritait, hurla-t-elle, mais sa voix faiblit. Pour aller se. Ça suffit, criai-je. Le silence retomba. Comme je l'ai dit à maman, repris-je, ma voix basse, tremblante, mais pas de peur, de colère libérée. La fille inutile vient de supprimer le paiement automatique. La banque attend $20 000 dans 3 jours. Je regardais mon père, mon frère, et enfin la femme qui m'avait donné la vie et me l'avait arrachée. Je vous souhaite bonne chance pour trouver quelqu'un d'autre d'aussi inutile que moi. Je commençai à ramasser mes affaires. Je rangeai la calculatrice dans mon sac, les surligneurs. Je laissai le classeur noir sur la table. Garde-le, papa, dis-je doucement. Comme souvenir. Mon père s'effondra sur sa chaise. Son visage se cacha dans ses mains. J'entendis un son, un sanglot étouffé. Il pleurait. Léonel était blanc comme un fantôme. Il fixait son téléphone, probablement en train de calculer que son capital de départ était à jamais épuisé. Ma mère était immobile. Elle se tenait debout, la chaise renversée à ses pieds. Sa poitrine montait et descendait rapidement. Elle me fixait. Il n'y avait aucun regret dans ses yeux. Aucune tristesse. Juste de la haine. Une haine pure, froide, profonde. La haine d'une marionnettiste qui vient de voir ses fils coupés. N'ose pas. Siffla-t-elle, la voix presque inaudible. Je levai la tête, mon sac à la main. C'est déjà fait. Tu vas revenir, dit-elle avec une certitude terrifiante. Tu es ma fille. Tu reviens toujours. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Je m'approchai d'elle. Je me mis si près que je pouvais sentir le molle sur son souffle et le parfum cher que j'avais probablement payé sur son cou. Tu as tort, lui murmurai-je. J'étais ta fille. J'étais ton distributeur de billets. J'étais ton assurance anti-honte. Maintenant, je suis juste Itzel. Je me retournai. Itzel, dis-je en marchant vers la porte. S'en va.
Elle est fatiguée de son service de nuit. J'ouvris la porte. L'air frais de la rue me frappa le visage. Je ne criai pas. Je ne claquai pas la porte. Je sortis simplement. Et en refermant la porte, j'entendis le premier vrai cri de désespoir de ma mère. Le clic de la serrure fut le son le plus doux que j'ai entendu en 5 ans. Si tu es encore là, s'il te plaît, aide-moi en mettant un like à la vidéo et en commentant le chiffre 1 en bas. Comme ça, je saurai que tu m'as mis un like et que tu m'accompagnes sur ce chemin. Ton soutien m'encourage énormément. Commente le numéro 1 et écoute-moi pendant que je continue à raconter mon histoire. Je marchais jusqu'à ma voiture, une petite marche d'occasion de 10 ans. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à sortir les clés de mon sac. Je m'assis sur le siège conducteur et restai immobile. Le silence. Et puis, mon téléphone, qui était resté silencieux dans mon sac, explosa. L'écran s'illumina avec une fureur qui rivalisait avec celle de ma mère. Message. Papa, ma fille Itzel, pardonne-moi. S'il te plaît, reviens. Il faut qu'on parle. Ma fille, s'il te plaît. Je ne savais pas. Message. Léonel, Itzel, non. Tu peux pas nous faire ça. On va faire quoi? Maman va devenir folle. Réponds. Je rigolais pour l'appli, je te jure. Itzel? Message. Maman, tu es un monstre, une ingrate. Le jour où tu es né est une malédiction. Je vais dire à toute la famille quel genre de vipère tu es. Tu es morte pour moi. Tu m'entends? Morte. Je regardais les messages. Celui de mon père me fit mal. Celui de Léonel me fit rire. Celui de ma mère ne me fit rien. Je coupais les notifications du groupe « Famille ». Puis je vis un message d'un numéro bloqué, ma tante Vianney. Ma mère n'avait pas perdu de temps. Message, tante Vianney. Ma nièce, ta mère me dit que tu fais une crise. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as toujours été bizarre. Je bloquais tante Vianney. Je démarrai la voiture. En m'éloignant, je vis le rideau du salon bouger. Je mis de la musique et, pour la première fois, je conduisis sans sentir un poids sur la poitrine. J'appelai Kenya. Alors, répondit sa voix endormie. C'est fini, Kenya, dis-je, et ma voix se brisa. C'est fini. Je suis libre. Enfin, dit Kenya. Je te l'avais dit. Demain, tu amènes des donuts. Tu les as mérités. Maintenant, va dormir, gérante. Tu as une sale tête. Je raccrochai et je conduisis. 3 mois ont passé. 3 mois de silence. 3 mois de paix. Ma mère a tenu sa promesse. Elle a appelé toute la famille. Tante Vianney a organisé une sorte d'intervention, par téléphone, me traitant d'ingrate et de cruel. J'ai tout bloqué. Ma vie est devenue simple. Travail, maison, sommeil. Pour la première fois depuis des années, mon compte épargne a commencé à monter. Une semaine après le dîner, mon père m'a appelé depuis un téléphone public. Il pleurait. J'ai dû vendre la voiture, Itzel, me dit-il, sa voix vieille et fatiguée. On a dû emprunter à Vianney. Le coup final à sa fierté. Ta mère ne parle pas. Elle reste dans sa chambre. Et Léonel? Léonel travaille sur son appli, demandai-je, sans sarcasme. Mon père laissa échapper un petit rire amer. Non. Dans un oxo. Au service de nuit. L'ironie était tellement épaisse que je pouvais presque la goûter. Ma fille, dit-il, la voix brisée. Je t'ai laissé tomber. J'ai été aveugle. J'ai été lâche. J'ai laissé ta mère décider, parce que c'était plus facile, parce que toi tu étais forte et tu gérais tout. Et ton travail? Qu'est-ce qu'il a, mon travail? C'est le travail le plus correct de toute cette maison, dit-il. Tu es la seule adulte de cette famille. Pardonne-moi, Itzel. Je ne te demande pas de revenir. Je te demande juste de me pardonner. Je raccrochais et je pleurais pour mon père. Je pleurais pour l'homme qu'il aurait pu être. Aujourd'hui, ma vie est différente. Je travaille toujours à l'hôtel, mais j'ai ouvert un nouveau compte épargne. Sur l'étiquette de ce compte, j'ai écrit « Le colibri bleu ».
Mon rêve n'est pas mort. Il était juste en pause. Je suis assise dans un café. Il est 9 heures du matin. Je viens de sortir de mon service. Le soleil me réchauffe le visage. En face de moi, il y a Uriel, le capitaine. Il m'a apporté un croissant d'une boulangerie française qu'il connaît. Alors, dit-il en essuyant les miettes. La gérante de nuit voit enfin la lumière du jour. On sort ensemble, doucement. Il comprend mes horaires, il respecte mon travail. Et quand il me regarde, il ne voit pas une bonne. Il voit Itzel. Mon téléphone vibre. C'est un message de mon père. Message, papa. Ma fille, je sais que tu ne veux pas parler. Mais Léonelle a travaillé dur, 3 mois sans rater un seul jour. Ta mère, je crois qu'elle va en thérapie. Elle veut te voir. Moi, je veux te voir. Je fais une pause. Nouveau message. Ma fille, juste un café. Nous 3. Ta mère et Léonelle ils veulent s'excuser. Je regarde le message. Je regarde Uriel, qui me sourit. Je regarde mon croissant, qui sent le beurre et les rêves possibles. Hier, mon père m'a rappelé. Il m'a dit que Léonelle change vraiment, que ma mère ne parle plus à Vianney. Il m'a demandé si je pouvais envisager de les aider. Pas pour l'hypothèque. Ils sont en train de la renégocier avec la banque. Juste un peu pour les courses. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Mais maintenant, je vous regarde, vous, ma famille d'Internet, et je vous demande. Mon père et mon frère demandent une seconde chance. Ma mère reste silencieuse, mais ils disent qu'elle est désolée. Est-ce que je devrais aller à ce café? Est-ce que je devrais les écouter, ou est-ce que ce n'est qu'un nouveau piège? Est-ce que je vais retomber dans le rôle de solutionneuse, de fille inutile qui, en réalité, est la seule vraiment utile? Est-ce que j'ai tort de vouloir, pour la première fois de ma vie, mettre mon rêve, ma pâtisserie, avant eux? Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous feriez à ma place?